Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Lyon Place Financière et Tertiaire sur le pilotage de la trésorerie. Il fait suite à un précédent webinaire organisé en plein confinement. Nous vous remercions tous de nous avoir rejoints et je remercie tout particulièrement les membres de la commission financement de l'association Lyon Place Financière et Tertiaire qui ont mis en place cet événement. Vous pourrez poser vos questions en fin de webinaire et bien sûr nous retrouver ensuite en replay. Jean-Philippe et Patricia, c'est à vous. Merci Béatrice, bonjour à tous. Donc ravi de vous accueillir pour ce webinaire, ce deuxième webinaire sur la gestion de trésorerie que nous avons organisé au sein de la commission financement et gestion de trésorerie de Lyon Place Financière et Tertiaire. Je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire avec Patricia Mavigné et vous verrez des intervenants opérationnels, professionnels, spécialistes du monde pragmatique de l'entreprise et de l'écosystème autour des entreprises. Et je propose tout de suite qu'on fasse un rapide tour de table avant de commencer le webinaire avec la présentation de chacun. Patricia, si tu veux commencer. Merci Jean-Michel. Bonjour à tous et à toutes. Donc Patricia Mavigné, je suis DG déléguée donc de Thermador Group. Donc je participe également avec Jean-Michel à cette commission Lyon Place Financière du financement et sur la gestion de trésorerie. Voilà, donc parmi mes fonctions, je pilote la trésorerie donc de Thermador Group et effectivement en période estivale, on se rend compte qu'un focus est nécessaire à nouveau sur comment gérer au mieux notre trésorerie post-confinement et surtout avec des variations importantes qui ont été constatées, qui vont peut-être aussi continuer d'être constatées. Donc je passe la parole donc à Corinne. Merci Patricia. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Corinne Pouillet, je suis directrice générale et directrice de la trésorerie et du financement des groupes, des ventes, dans un groupe qui s'appelle Magneto-Hawk, qui fabrique des grues de marque Potin, Grove et Magneto-Hawk. Et je suis aussi déléguée régionale de l'Association française des trésoriers d'entreprise sur la région Rhône-Alpes. Et je vous propose de passer la parole maintenant à Yann. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis le directeur de la Banque Palatine à Lyon Confluence, donc une agence d'une vingtaine de collaborateurs. La Banque Palatine, elle est filiale du groupe BPCE et nous accompagnons en fait des clients entreprises, donc PME et ETI, donc dans leurs besoins de financement. Et nous occupons également de la gestion privée à travers nos clients dirigeants et cadres dirigeants. Donc, j'essaierai effectivement d'apporter aujourd'hui des compléments et notre témoignage en tant que banquier sur les réflexes et sur le mode de fonctionnement en fait pendant cette période estivale des besoins éventuels de trésorerie. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous. J'utilise l'ordinateur de Béatrice Varichon, mais Bertrand Simon, je suis l'un des associés d'Orial, cabinet et à Villefranche, et surtout l'essentiel des effectifs qui est basé à Lyon, donc sur 3 métiers, l'expertise comptable, le commissariat aux comptes et également un département social RH assez structuré. Et j'aurai la casquette du témoignage plutôt des entreprises petites et moyennes pour le côté pragmatique, comme l'a dit Jean-Philippe à l'instant, et très opérationnel sur les sujets de trésorerie. Ravi d'être avec vous aujourd'hui aussi. Merci Bertrand, merci à tous. Donc, je vous propose qu'on démarre maintenant ce webinaire. Donc, à peu près 40-45 minutes pour rester dans quelque chose de synthétique. C'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste et où il y aurait beaucoup de choses à dire. Lors du précédent webinaire, nous avions plutôt parlé du contexte, des PGE, de la situation économique au niveau global. Et donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de nos entreprises
et bien évidemment de cette trésorerie qui est finalement aujourd'hui devenue un élément plus que crucial du fonctionnement des entreprises. Et suite à la période que nous venons tous de passer et que nous vivons encore, bien évidemment, la trésorerie s'est révélée encore plus l'un des moteurs à oxygène, je dirais, des entreprises, et donc l'attention bien particulière que doit y apporter les équipes, et y compris le dirigeant. Donc, en guise d'introduction, nos premiers messages très, très concrets, très pragmatiques au sein de la commission Lyon Place Financière et Tertiaire, c'est bien sûr de dire que la trésorerie, elle doit absolument faire partie intégrante du tableau de bord du dirigeant, de l'entreprise, et quelle que soit sa taille, petite, moyenne ou grande entreprise, le tableau de bord du dirigeant doit éclairer pour prendre des décisions appropriées en anticipation de bonne manière et de manière pertinente le dirigeant en charge ou le chef d'entreprise, bien sûr lui-même, au même titre qu'on peut dire des carnets de commandes, la satisfaction client, les données RH, la trésorerie. Peut-être certaines entreprises n'en avaient pas conscience quand je dirais les cycles d'activité positifs et tout fonctionne bien, mais bien évidemment, la situation et le contexte actuel nous rappellent que c'est un des nerfs de la guerre, et comme disent les Américains, cash is king, donc il faut vraiment prendre ça à bras-le-corps. Pour cela, bien sûr, il faut que le suivi soit permanent et proactif. Il ne s'agit pas, une fois de temps en temps, d'essayer de regarder un bout de tableau, mais il faut vraiment que l'organisation de l'entreprise mette au cœur de son pilotage ce suivi de trésorerie en anticipation. Et là, on voulait attirer aussi votre attention, et c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire au cœur de l'été, je dirais en cette fin juillet, parce que souvent la période de congé, et notamment le break du mois d'août, qui est assez classique dans les entreprises en France, est révélateur de carences ou quand les personnes d'habitude en charge sont absentes, tant les entreprises que dans les banques ou dans les conseils type expert comptable ou avocat ou autre, c'est à ces moments-là où bien sûr la loi des embêtements maximum peut de temps en temps jouer et ça devient très, très, très problématique. Voilà, donc en guise d'introduction, vraiment la trésorerie dans le tableau de bord du dirigeant, dans un suivi permanent et proactif afin de prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors pour cela, ce qui nous semble très pragmatique, back to basic, comme on dit, un retour vraiment à l'essentiel, il faut absolument que toutes les entreprises, là aussi de toute taille, petite, moyenne ou grande, aient un outil synthétique, le tableau prévisionnel de trésorerie, on va le voir tout de suite après avec Bertrand. Il faut que l'indicateur majeur, qui est le BFR, besoin fonds de roulement, et son évolution soient pilotés au cordeau. On va le voir aussi tout de suite après. Et puis, bien sûr, 3 composantes clés qu'il faut piloter avec rigueur et précision, bien évidemment, au gré de la taille et de la maturité de l'entreprise, mais le poste client, les dettes fournisseurs, les stocks, donc 3 composantes clés du BFR. Et en plus, de temps en temps, on y pense plus ou moins, mais une attention fondamentale sur la partie RH, sur le poste charge salaire et charge sociale, bien sûr, mais également l'organisation des ressources humaines au sens large, puisque c'est le nerf de la guerre. Si on veut que dans les entreprises, les équipes collectivement, je dirais, tiennent la baraque, comme on dit, un peu pragmatiquement. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite sur le tableau prévisionnel trésorerie avec les inputs qu'on peut vous donner très, très pratiques là aussi, avec Bertrand. Merci. Effectivement, la trésorerie, c'est un sujet que l'on doit suivre de façon très régulière, avec une anticipation et avec un suivi, comme le dit Jean-Philippe, proactif, c'est-à-dire il y a des éléments montants et descendants. Alors, selon la taille de l'entreprise, la gestion de trésorerie, elle est dévolue à une équipe interne, direction financière ou service comptable s'il s'agit d'entreprises plus petites, voire externalisée dans les entreprises qui n'ont pas la ressource pour pouvoir le gérer en interne. Elle doit être connue au plus haut niveau, c'est-à-dire que c'est véritablement le dirigeant, qu'on soit positif ou négatif, mais c'est véritablement le dirigeant qui a ces informations-là à tout moment, mais également de façon prévisionnelle en anticipation. Il est alors en pleine connaissance de la situation, qu'elle soit
encore une fois, bonne ou moins bonne, et il est à ce moment-là en mesure de prendre les décisions de gestion qui en découlent. C'est essentiel pour le pilotage de son entreprise. Alors, effectivement, il s'appuie sur un certain nombre d'outils. Le premier outil que l'on va voir, c'est le tableau prévisionnel de trésorerie, qui est vraiment l'outil central par rapport à cet objectif lié sur la trésorerie. Alors, comme le disait Jean-Philippe, moi, j'insiste sur la période et la date du 24 juillet n'est pas neutre dans le choix d'avoir fait ce webinaire aujourd'hui. L'été, c'est vraiment, enfin le mois d'août en particulier, pour réduire non pas sur l'été entier, mais sur le mois d'août, c'est vraiment la période de tous les dangers. Avec l'absence des interlocuteurs habituels dans les banques, avec nos cabinets qui généralement sont assez peu disponibles, voire fermés sur ces périodes, et au sein des entreprises et des banques, généralement, les interlocuteurs décideurs sont aux abonnés absents et donc les remplaçants ont souvent du mal à prendre des décisions, à prendre des risques par rapport à ça. Alors, je reviens sur le prévisionnel de trésorerie. Premier thème par rapport à ce prévisionnel de trésorerie, sur quelle durée, sur quelle longueur on va travailler par rapport à ce tableau. Alors, de la pratique que j'en vois, c'est vrai qu'il faut au minimum que le suivi soit fait sur une période de 12 voire 18 mois. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir un cycle d'exploitation complet et donc le cycle annuel dans beaucoup d'entreprises correspond quand même à un rythme qui est représentatif. Alors, du conseil du rôle de conseil que j'ai, ce que je vois également, c'est souvent deux niveaux de pilotage de la trésorerie avec des niveaux de granularité qui sont différents. Un niveau plutôt très quasi au quotidien, en particulier dans les entreprises qui sont tendues en trésorerie, où là, on a un suivi plus qu'à la semaine et une mise à jour sur cette base-là également. Donc là, ça nous permet de piloter sur les 6 à 8 semaines qui viennent. Encore une fois, dans des périodes tendues, on a besoin d'avoir cette finesse-là. Et puis, on a un document qui est plus long pour la gestion, plus en termes de stratégie d'entreprise. Ce document, il doit être mis à jour de façon régulière, au minimum, si on est sur le tableau 12 à 18 mois, au minimum tous les mois. Mais mon conseil, c'est plutôt de le suivre de façon hebdomadaire, parce que, encore une fois, on a besoin sur ce sujet-là, a fortiori quand la période est compliquée, qu'elle bouge beaucoup comme en ce moment, on a besoin d'avoir cette vision-là. Enfin, troisième condition importante pour la construction de ce prévisionnel de trésorerie, le fait qu'il intègre bien la totalité des éléments de la vie de l'entreprise, que ce soit des investissements, que ce soit des crédits de TVA, que ce soit du crédit d'impôt recherche. Enfin, il y a des éléments liés, je dirais, à l'exploitation au quotidien et puis des éléments bancaires, BPI, etc., etc. Donc, de bien couvrir l'ensemble des flux encaissement-décaissement de l'entreprise, y compris sur des éléments qui ont une nature aléatoire ou sur des éléments qui ont une variabilité, comme par exemple les primes des commerciaux. Donc, c'est un outil d'aide à la décision pour le dirigeant. Également, encore une fois, l'œil du conseil. Simple quand même, revenons sur terre, ne cherchons pas des outils avec des complexités énormes parce que on va perdre en lisibilité et on ne peut pas non plus passer sa journée complète à mettre à jour un document qui vit au fil de l'eau. Donc voilà, simplicité, compréhensif, clair. Dans les autres conseils, je dirais la rigueur, parce que un petit peu comme le potager dans un jardin, il vaut mieux le suivre de façon régulière et on ne sera pas dépassé, plutôt que de revenir dessus une fois tous les mois, avec là une vie qui sera plus compliquée à recadrer. Voilà, donc on vous présente un document qui est beaucoup de lignes. Le détail est encore plus volumineux, mais l'idée c'est d'alimenter en fait à partir de la comptabilité, d'alimenter le tableau de trésorerie avec
en plus de la comptabilité, des éléments prévisionnels, parce que l'idée c'est pas d'expliquer la photo de la période passée, mais c'est bien de donner un outil de pilotage pour les prochains mois. Voilà pour ce qui est donc des éléments importants. Les indicateurs clés pour permettre aux dirigeants d'actionner les bons leviers de fonctionnement. Et en tant que praticien de la matière, la difficulté pour moi, c'est l'intégration de données qui sont issues de la comptabilité, qui sont des données entre guillemets passées, historiques, ou très immédiates, mais en tout cas qui sont réalisées, et de les déverser dans un outil qui a une vocation de pilotage. Et donc, c'est la façon dont on passe de l'alimentation matière première compta vers un outil prévisionnel. Et là, dans les entreprises, c'est vrai que c'est la difficulté. Et à ce titre-là, il y a eu effectivement au cours des derniers mois un certain nombre de sociétés qui se sont mises sur ce créneau-là pour aider les entreprises à ce pilotage. Et donc, l'idée, c'était de vous présenter également quelques outils plutôt fintech par rapport à ça. Moi, le tableau-là est plutôt un tableau assez classique de suivi de la trésorerie. Et donc, l'éclairage qu'on va vous donner également, c'est des éléments plus dynamiques. Patricia, peut-être, ou Jean-Philippe, sur ce. Donc, je reprends en fait donc en continuité de Bertrand, effectivement, comme cet outil de trésorerie doit être alimenté à la fois par la comptabilité, par des données bancaires, par des données prévisionnelles qui peuvent venir des directeurs commerciaux ou de la partie achat, c'est vrai que finalement, le fait de passer via un outil digital permet de rendre accessible cet outil et là, c'est une présentation d'évolution de trésorerie qui est un plus en fait digital et qui peut permettre d'être intégré au tableau de bord du dirigeant en faisant fluctuer son chiffre d'affaires, ses encaissements et tout ça alimenté par plusieurs services dans une entreprise. Donc, il est vrai que l'apport des fintechs peut permettre de gagner du temps sur la production et aussi sur la qualité de cet outil de gestion de trésorerie. Parfait. Peut-être Yann, en tant que banquier d'entreprise, donc PME ETI, si tu pouvais nous faire un témoignage de ce qu'attend un banquier, notamment dans cette période peut-être un peu plus compliquée qu'habituellement, sur le prévisionnel de trésorerie que te fournissent les entreprises. Donc, oui, effectivement. Hein. Donc, pour nous, banquiers, ce qui est important, on a deux indicateurs effectivement qu'on réclame auprès de nos clients. C'est le reporting d'activité, bien évidemment, et c'est le tableau prévisionnel de trésorerie. On l'a beaucoup aujourd'hui diffusé, d'autant plus avec l'actualité du PGE, parce que on s'est beaucoup appuyé sur cet outil-là pour définir avec nos clients le besoin et déterminer en fait une pointe maximum en termes de besoin de trésorerie. Donc, ça a été l'occasion en fait d'échanger sur la situation actuelle et surtout la situation à venir. Donc, avec notamment, comme le disait Bertrand, la modélisation en fait des besoins futurs. Donc, 12 à 18 mois. Alors, effectivement, à partir de 12 mois, déjà, c'est plutôt pas mal parce qu'on a un cycle complet. Alors, il faut qu'il reste synthétique, on en convient tout à fait, mais pour autant, il faut aussi qu'il soit relativement détaillé, puisqu'on s'aperçoit qu'à l'intérieur d'une même journée, vous pouvez avoir des opérations effectivement qui se présentent et qu'il faut être en mesure d'honorer. Donc, ça nous permet, nous, banquiers, de nous appuyer sur des éléments factuels, d'échanger avec nos clients et de déterminer le besoin de trésorerie qui en découle. Au niveau des outils, on va, en ce qui nous concerne, principalement se concentrer sur la partie base des documents, qui soit le tableau plutôt conventionnel qu'a commenté Bertrand, ou effectivement plutôt modernisé, comme l'a présenté Patricia avec les fintechs. Il faut qu'on arrive à extraire un besoin maximum de trésorerie, ce qu'on considère comme éventuellement une impasse de trésorerie. Ce montant-là, on met en face par rapport à des autorisations de crédit court terme. Donc, plus habituellement, on a des dispositifs, donc les clients
mettre en place des dispositifs d'affacturage, de cession de créances, que ce soit de l'escompte ou que ce soit de la DAI, que ce soit des crédits de trésorerie, de tirables par billet, et enfin le découvert. Il faut savoir que les notions de facilité de caisse et de découvert, ces leviers de financement, ils doivent être utilisés, je dirais, en dernier ressort. On a aujourd'hui des dispositifs qui sont adossés au poste client, et on va en parler un peu plus tard, ou sur les stocks, qui sont pleinement opérationnels, qui permettent de lever des montants beaucoup plus importants que des crédits court terme qui ne sont pas adossés. Dans le jargon bancaire, on les appelle des crédits en blanc, et qui sont plus difficilement mobilisables. Donc voilà, donc ces outils-là, ils sont importants. Ils doivent être également actualisés. C'est vrai que la plupart des entreprises ont construit en fait un tableau de prévisionnel, donc depuis le début du mois de mars, depuis la crise du Covid, notamment par rapport aux demandes de PGE. Mais ils doivent être également actualisés dès lors qu'il y a des clignotants qui apparaissent, que ce soit sur des retards de règlement clients, ça arrive, surtout pendant l'été, que ce soit sur des règlements fournisseurs qui ne sont pas forcément peut-être bien maîtrisés. On a plusieurs dispositifs en fait de paiement, du chèque au virement, au LCR. Donc, on ne maîtrise pas toujours les dates de présentation. Donc, ça, c'est aussi un élément important, je pense, à avoir. Donc, de manière à pouvoir relayer tout ça. À partir de ce montant-là, donc on essaie effectivement de définir avec le client des lignes, des autorisations qui lui permettent d'être un peu plus serein de manière à définir les besoins à venir. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet pour compléter vos interventions. Merci Yann. Je vais repasser la parole à Patricia pour le deuxième indicateur, le deuxième grand indicateur clé. Effectivement, quand on parle de la trésorerie, effectivement, tout de suite, ça nous fait penser aux besoins de fonds de roulement et dans les indicateurs clés d'un dirigeant d'entreprise, il est important en fait de le prévoir et je vais passer donc la parole à Bertrand sur cet indicateur clé et ce qui compose en fait le BFR, les trois éléments essentiels. Merci Patricia. Donc, effectivement, la partie BFR est en fait sur les équilibres de l'entreprise au niveau bilanciel. Nous avons donc les éléments de nature stable et long terme qui sont baptisés le fonds de roulement. En fait, c'est les capitaux propres par rapport aux actifs immobilisés. Ça, c'est vraiment le cycle long de l'entreprise, les investissements et la dette à long terme. Et puis, vous avez à côté de ce rythme long, vous avez au niveau des mécanismes liés à l'exploitation, un ratio qui est en fait la différence entre les ressources et les emplois d'exploitation qui s'appelle le BFR. Alors, ça peut être un résultat positif ou négatif, évidemment. Donc, on peut être en situation d'excédent du fonds de roulement ou en situation de besoin de fonds de roulement, selon que l'ensemble stock et client est inférieur ou supérieur à la ressource que vous avez du côté de vos dettes d'exploitation, fournisseurs et l'ensemble des dettes fiscales et sociales. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui jouent sur ce mécanisme-là. Au niveau des délais d'approvisionnement des stocks, des délais de détention de vos stocks, des délais de règlement des fournisseurs, des délais de règlement de vos clients. Donc, tous ces éléments-là jouent ensemble et comme la comptabilité est un exercice, ce qu'on appelle en partie double, eh bien, les mécanismes longs, le fonds de roulement par rapport au mécanisme d'exploitation, le BFR, la différence entre ces deux masses donne la trésorerie qui peut être positive ou négative. Donc, on reboucle en fait sur les sujets de trésorerie avec également donc cette notion de BFR qui est un indicateur vraiment très important de la santé de l'entreprise, mais également de son cycle d'exploitation. Et c'est plutôt effectivement l'évolution du BFR qui est un élément essentiel plus que le BFR en valeur absolue.
parce que une entreprise industrielle qui s'approvisionne avec des produits qui viennent en bateau de Chine et qu'elle achète depuis la Chine, elle n'aura évidemment pas le même besoin en termes de cycle d'exploitation qu'une entreprise de service qui vend des prestations facturées à la fin du mois et qui paye ses salariés à la fin du mois, ou qu'une entreprise de distribution. Donc, résolument, c'est l'évolution du BFR et son cycle au travers de l'année qui doit être suivi au moins le mois pour avoir une bonne vision et pour pouvoir prendre les bonnes décisions de gestion. Anticiper le recours à des financements bancaires, si on a une évolution sur notre BFR. Je crois que là-dessus, Yann voulait apporter un éclairage également par rapport au PGE. Yann, tu voulais intervenir à ce niveau-là? Donc oui, effectivement, merci Bertrand. Sur les PGE, donc il est vrai que les banques donc ont été énormément sollicitées, vous l'imaginez, dans la période du Covid, et c'est bien normal. On y a répondu effectivement largement. Pendant cette période estivale, c'est important effectivement de pouvoir bénéficier des capitaux frais, je dirais, qui ont été décaissés dans le cadre des PGE. C'est un élément important de manière à avoir une certaine sérénité en cas d'accroissement des besoins de trésorerie. Sur les PGE, quelques réflexes à avoir. Donc, il y en a un certain nombre qui n'ont pas encore été décaissés. Donc, nous, ce qu'on peut tout simplement conseiller aux dirigeants, c'est de pouvoir le faire au moment de l'été, de manière à pouvoir effectivement, dès lors qu'ils ont été accordés, en bénéficier. Et au-delà de ça, le PGE, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est réellement un complément par rapport aux autorisations court terme dont bénéficient aujourd'hui les entreprises. En parallèle de cela, et donc qui vise à compléter ces dispositifs, à compléter ces dispositifs-là. Le BFR, c'est réellement aujourd'hui la composante majeure de l'évolution de la trésorerie. Et le banquier peut tout à fait entendre qu'en cas d'accroissement du BFR, on ait des besoins supplémentaires. Le tout, c'est de lui apporter ces éléments-là et de nous apporter ces éléments-là de manière à ce qu'on puisse valider avec vous la pertinence et le montant des autorisations qu'il faut mettre en face. Je reprends la parole sur quelques éléments rapidement d'exemples de décisions à prendre dans le cas où vous ayez des gains financiers dans le cadre d'une évolution de BFR, ou également des actions que vous pouvez mettre en œuvre au niveau de la réduction de votre BFR. Alors, je voudrais apporter un témoignage, un petit peu insister sur la situation actuelle, qui est une situation nouvelle pour tout le monde et dans laquelle on n'a pas forcément, les habitudes et les réflexes habituels, et insister sur la notion, c'était l'introduction qui a été faite tout à l'heure, sur la notion d'anticipation et la notion de proactivité. Il est, je pense, adulte et responsable face à une situation qui peut se tendre, voire une notion d'impasse dont on sait qu'elle va arriver dans les prochaines semaines. Je pense qu'il est responsable d'avoir vis-à-vis de ses partenaires d'affaires, qu'ils soient clients, qu'ils soient fournisseurs, un discours clair et responsable pour demander auprès de ses partenaires d'avoir un soutien, ou en tout cas une prise en compte des difficultés à venir et de demander à ses fournisseurs d'accepter un délai par rapport à certaines échéances. Alors, on va régler 20, 25, 30%, et puis on aura un règlement un peu plus lointain, ou du côté de ses clients, certains le comprennent très bien. Moi, je l'ai fait faire à certains clients qui n'ont pas eu de problème à le faire entendre par leurs propres clients, de demander des acomptes, ou demander à ces clients, malgré la période qui est difficile, de bien vouloir respecter leurs engagements. Les gens le comprennent très bien. Le banquier doit également faire partie des partenaires, et il faut le mettre dans la boucle des informations que vous avez à partager avec lui. C'est toujours constructif, et de faire l'autruche et de mettre les gens devant le fait accompli, je pense que c'est un mauvais calcul et c'est une mauvaise façon de gérer sa relation avec la banque.
Et puis, on a, au travers des mécanismes PGE, BPI, report d'échéance, etc., vous avez un certain nombre de ficelles et de possibilités de travailler sur la gestion de vos engagements et éventuellement de décalage. Voilà. Donc, anticipation, communication, transparence. Alors, on ne va pas non plus se mettre tout nu devant le premier venu, mais vis-à-vis des vrais partenaires, il est utile et je pense adulte de le faire de cette façon-là. Voilà pour les témoignages pratiques et le conseil que je peux donner au vu des dernières semaines et des derniers mois de cette période si particulière. Jean-Philippe, je te redonne la parole. Patricia, tu peux y aller. Pardon, oui, excuse-moi. Oui, donc en fait, on voulait passer la parole à Corinne sur la partie client, donc un des indices majeurs du BFR. Je pense que chez Manitowo, effectivement, c'est un poste avec des financements un peu long terme et structurés. Oui, merci Patricia. Donc, effectivement, l'un des éléments du capital du BFR, c'est le poste client. Moi, je vais plutôt vous donner effectivement des informations pratiques. Vous savez tous que vous devez gérer votre poste client. Je pense qu'aujourd'hui, on associe un contexte que je vais appeler Covid et la période d'été. Donc, je vous pousse à encore plus relancer vos clients pour être d'une part payés, mais aussi pour entretenir un dialogue. Alors, vous allez me dire pourquoi il faut garder contact avec ses clients. Parce que ça permet d'avoir des prémices ou des pré-informations sur leurs possibles difficultés financières ou sur leurs possibles problèmes de solvabilité. Et vous savez, comme moi, que souvent on est informé trop tard de ces problèmes de solvabilité. Ensuite, si un client vous demande des reports d'échéance ou une extension de ces termes de paiement, nous, chez Manitowo, en fait, on n'a pas souhaité reporter les échéances de 3 ou 6 mois comme certains ont pu le demander. En fait, on a réduit les échéances à des petits montants, mais ça nous permet de garder le contact avec le client. Et pour nous, c'est important de garder ce contact. Ça permet de savoir si la situation s'améliore, si même ces petits montants, il arrive à les payer ou pas. Voilà, donc un peu d'astuce. Effectivement, les clients, c'est une donnée capitale, donc il faut les aider dans les moments difficiles, mais ça ne nous empêche pas, par exemple, d'assurer notre poste client avec de l'assurance crédit. Donc, pour ceux qui sont assurés Coface, LR, Atradius ou autres, vous avez dû voir vos lignes de garantie diminuer. C'est malgré tout critique de s'assurer. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir le dialogue avec votre assureur ou votre courtier en assurance. Nous, on est effectivement assez gros et on est assuré Coface sur le monde entier. Ceci dit, on a vu aussi nos lignes diminuer. Donc, en fait, on a demandé à parler aux arbitres de Coface et on a choisi simplement 10 clients qui étaient capitaux pour nous. Et d'habitude, quand vous allez voir l'arbitrage, vous expliquez que le client a des beaux bilans et que l'année dernière s'est bien passée, donc l'année en cours va sûrement bien se passer aussi. Aujourd'hui, on est dans un monde différent, donc peu importe ce qui s'est passé l'année dernière, malheureusement, ça ne présage pas de ce qui va se passer en 2020 et dans les années à venir. Donc nous, on a été assez transparents et on a expliqué à Coface pourquoi ces 10 clients étaient capitaux pour nous et on a disclosé pour ces 10 clients le backlog, donc les commandes que l'on avait en cours, les possibles affaires qui allaient être signées, les montants, l'usage, je vous ai dit, on fabrique des grues, donc l'usage des grues, sur quel chantier allaient être mis ces grues, donc Grand Paris, on a aussi une belle grue à Notre-Dame, et puis il y en aura d'autres. Voilà, donc c'est important. Et puis l'autre donnée qu'on a aussi disclosée verbalement, c'est le DSO, donc c'est le délai c'est le délai que met notre client à nous payer. Et on a disclosé depuis plusieurs années afin de montrer à Coface que pendant la crise, les crises passées ou la crise entre guillemets Covid, les clients ont continué à payer de la même façon. Et ça, c'est un élément que vos assureurs crédits sont prêts à entendre. Et je pense que ça peut aider à réaugmenter des lignes ou à maintenir certaines lignes. Donc voilà, c'est une petite astuce. L'autre élément qu'on peut utiliser pour
pour aussi, on va dire, récupérer du cash rapidement, c'est l'affacturage. Ceux qui ont des programmes d'affacturage ont peut-être fait tourner leur programme plus rapidement. À un moment donné, pendant le confinement, on a tous vu que nos clients ne nous payaient pas. Nous, on a réussi à continuer un peu à facturer. Donc, on a utilisé nos programmes de façon plus rapide pour pouvoir avoir du cash de façon assez immédiate, entre guillemets, dès qu'on avait fait la facturation. Sur ce point de la facturage, je veux juste vous signaler qu'il y a un guide qui a été fait par Lyon Place Financière et qui explique vraiment comment fonctionne la facturage. C'est pas, ça peut être très compliqué, mais ça peut être assez simple. Et je propose à Yann, qui a une vision globale banque, de nous parler un peu de la facturage et de comment on peut l'appréhender, quelle que soit la taille de la société. Merci Corinne. Donc, pour compléter effectivement ce que tu as dit, il faut savoir que la facturage, c'est imposé aujourd'hui comme un mode de gestion en tant que tel de la trésorerie. Il faut savoir que c'est le mode de financement court terme qui progresse le plus vite depuis une dizaine d'années. Et quand je dis progresser plus vite, c'est une progression annuelle d'environ 10% qui est constatée. Ce qui est intéressant avec ces solutions d'affacturage, c'est que très souvent, elle est adossée à un contrat d'assurance crédit. Donc, l'assurance crédit, en période de crise, il est évident que c'est un peu plus compliqué à manœuvrer, puisque forcément, il y a beaucoup plus de défaillances, qu'il y a des encours garantis qui diminuent. Pour autant, potentiellement, c'est là où on a un levier effectivement de mobilisation qui est le plus élevé. Il faut savoir également que le client reste au cœur du réacteur. C'est un dispositif qui peut être compartimenté. On peut y dissocier le financement, on peut y dissocier l'assurance. On a un certain nombre de dispositifs qui sont permis. Donc, on peut intervenir sur nos clients en France, donc sur le marché domestique. On peut intervenir sur l'international également. Il faut savoir que sur l'international, on a encore moins de prises que sur le marché domestique. Donc, c'est important d'avoir effectivement de pouvoir disposer d'un niveau d'information que communique et qu'a concrètement le facteur. Voilà, on peut qu'encourager à étudier ces solutions-là. Bien évidemment, ces solutions, elles s'anticipent. Ça nécessite voilà, d'investir un petit peu de temps au départ. Ça nécessite d'avoir un très bon diagnostic du poste client pour savoir concrètement quelle base du chiffre d'affaires est mobilisable. Mais à partir de là, on est sur des dispositifs qui restent malgré tout souples, que le client peut utiliser en fonction de ses besoins. Donc ça, c'est important. Il y a un niveau d'autorisation qui est cadré avec le facteur. Mais effectivement, si vous avez des utilisations qui sont beaucoup plus basses, vous avez également une tarification qui est dégressive par rapport et qui est qui est proportionnelle, à l'utilisation qui en est faite. Donc voilà. Et par rapport au contexte actuel, c'est vrai qu'on a des entreprises qui ont perdu, pour certaines, entre 20 et 40% de leur chiffre d'affaires. Il y a eu forcément un impact de mobilisation moindre chez le facteur. Et on les a pleinement intégrés, ces besoins supplémentaires, lorsqu'on a mis en place les PGE. Et c'est un mécanisme qui se remboursera normalement, puisque à partir, et on espère que c'est déjà un petit peu le cas, en tout cas c'est ce qu'on constate déjà sur juin et juillet, dès lors que les chiffres d'affaires, le niveau d'activité remonte, les clients retrouvent en fait des capacités de mobilisation importantes avec le facteur. Voilà, mais le guide, voilà, ce que disait Corinne, le guide qui est sur le site de Lyon Place Financière et Tertiaire résume parfaitement ces dispositifs-là, voilà, qu'il faut dédramatiser dans leur complexité parce que ça nécessite, comme je le disais, d'avoir un petit peu de temps dans le diagnostic au départ, mais c'est des dispositifs qui jouent pleinement leur rôle. Merci Yann. Je propose qu'on passe tout de suite au deuxième élément clé du BFR, qui est la partie fournisseur. Corinne, si tu pouvais faire un focus dessus. Oui, Jean-Philippe. Donc, sur la partie fournisseur, effectivement, moi, ce que je veux renforcer, c'est aujourd'hui, on a tous un calendrier des paiements de nos fournisseurs. Nous avons des obligations de payer nos fournisseurs en temps voulu. Il y a une loi en France qui s'appelle la LME. Donc, je pense qu'il est critique pour l'économie en globale du pays de respecter nos échéances.
Après, je voudrais juste faire un petit clin d'œil. Si vous êtes cash riche, je pense que vous pouvez aussi contribuer en payant vos fournisseurs un peu plus rapidement qu'il ait été prévu et peut-être bénéficier d'une remise ou d'un escompte comme c'est prévu normalement dans les conditions générales de vente. Je pense que les fournisseurs sont une donnée, c'est un élément important et aussi important à mes yeux qu'un client. Donc, vous allez dire que je suis femme de dialogue, mais oui, je pense qu'il faut aussi écouter ce que disent nos fournisseurs. Nous, on a des fournisseurs qui ont quelques difficultés aujourd'hui financières. Donc, on a vraiment ouvert le dialogue en disant levez la main et dites-nous que ça va pas. Et on a accélérer la façon nos paiements vis-à-vis d'eux, en essayant de récupérer effectivement de la marchandise en face. Mais ce que je pense, c'est effectivement ouvrez le dialogue, écoutez vos fournisseurs. Si votre fournisseur il est plus là demain, l'entreprise elle va avoir des difficultés qui seront quelque part liées à sa trésorerie. À un moment donné, c'est de ne pas avoir écouté tout le monde et tous les composants de la trésorerie. Il existe aussi des moyens type reverse factoring. Donc, c'est comme l'a dit Yann, c'est un autre élément, c'est une autre façon de faire du factoring, de la facturage. Donc, ça se prépare un peu. Effectivement, il faut en parler avec sa banque. Donc, ça peut être un autre élément de la composante fournisseur. Avant de passer au troisième élément du BFR, je profite aussi de parler des fournisseurs pour vous dire qu'aujourd'hui, il existe une recrudescence de la fraude ou arnaque, comme vous l'appelez comme vous le souhaitez, et qu'un mix été où on sait déjà qu'on est quand même, il y a beaucoup de fraudeurs qui essayent d'intervenir au mois d'août, plus Covid, on se rend compte qu'il y a beaucoup de tentations. Donc, j'espère qu'elles ne sont pas toutes couronnées de succès. Donc, mon petit clin d'œil, c'est de dire renforcer le message auprès de vos équipes, laissez un numéro de téléphone. Il faut que le dirigeant laisse son numéro de portable pour que quand il y a un doute, on ait un contact. Et puis, il y a aujourd'hui des moyens d'authentification fortes. Et je vais laisser la parole à Yann sur ce sujet. Aujourd'hui, il y a quand même moyen de contrôler et même à distance d'être capable de payer de façon sécurisée. Yann, je te laisse nous en dire un peu plus. Oui, bien sûr. Yann, je te propose de le faire assez synthétique parce qu'on est un petit peu juste en niveau timing. Pas de souci. Donc, simplement pour compléter donc ce que disait Corinne, donc effectivement, c'est un message aussi qu'on diffuse à nos clients. La période estivale, plus qu'habituellement, est la période propice pour les fraudeurs, puisqu'ils savent que parfois les entreprises sont un peu désorganisées, qu'il y a des absences. Il faut savoir que la fraude, et notamment les virements, la fraude aux virements, puisqu'on a d'autres types de fraude, c'est quasiment 300 millions d'euros depuis 5 ans constatés pour des entreprises françaises. Pas seulement les petites, ça touche bien évidemment également les ETI et les grandes entreprises, et qu'on ne peut que insister donc sur la nécessité de recourir à des dispositifs qui sont les plus sécurisés, donc qui nécessitent en fait d'avoir des dispositifs d'authentification forte, que sont des certificats, des clés USB ou des authentifications non rejouables, et de sortir de la logique plutôt simple en fait du simple mot de passe qui peut être piratable assez facilement. Voilà, donc j'en profite également pour vous indiquer qu'il existe un guide qui a été édité par la Fédération bancaire française et qui résume principalement les réflexes à avoir dans ce genre de situation. Ok, merci. On va passer au troisième élément du BFR qui est le stock. Donc, vous savez, il est toujours crucial de gérer nos stocks, de les adapter à nos besoins. C'est du cash qui dort, qui n'est pas très liquide. Donc, attention à bien le faire tourner, entre guillemets. Je vous dirais, je me permettrai aussi d'ajouter qu'aujourd'hui, quand on regarde la gestion du stock, il faut prendre en considération tous les problèmes logistiques et de transport qu'on peut avoir liés à cette situation. Donc, ça peut malheureusement être un élément qui favorise un peu plus de stockage. Donc, attention à ça et à prendre cet élément dans notre prévision de trésorerie. Yann, je sais que les banques ont aussi des moyens de nous aider sur ça. Tu peux nous en dire 2 mots ?
Oui, bien sûr. Donc, on a vu que le poste client était un levier donc, pour mobiliser de la trésorerie, hein, y adosser effectivement des crédits. Le stock également. Il y a des dispositifs aujourd'hui de crédit court terme, de crédit trésorerie, qui sont basés sur le niveau des stocks. Parfois, dans les entreprises, il faut être réactif, il faut disposer d'un niveau de stock minimum qui parfois représente plusieurs millions d'euros. Et donc, on travaille en étroite collaboration donc avec Rogage, avec Oxiga, donc qui sont donc des gagistes, hein, et dont le métier est de pouvoir appréhender, de pouvoir valoriser le niveau de stock dans les entreprises. Et pour nous, banquiers, ça nous permet de nous adosser sur une composante du BFR parfois importante. Là encore, il ne faut pas s'arrêter sur des craintes en termes de lourdeur de mise en place et de contraintes. On a des dispositifs qui voient le jour avec des possessions et sans des possessions. Donc voilà, on sort un petit peu de la porte blindée fermée qui peut faire peur et qui peut effrayer. Il y a des dispositifs en fonction des typologies de produits qui sont beaucoup plus souples que ceux qu'on peut avoir à l'esprit. L'autre élément que je n'ai pas souligné, mais si votre business le permet, penser au stock consignation, c'est aussi un bon moyen de gérer son stock et de ne pas trop impacter sa trésorerie. Voilà, Jean-Philippe, Patricia. Merci. Merci. Donc, on a bien vu là les trois éléments clés, les trois composants clés du BFR, hein, qui est l'indicateur effectivement majeur pour notre trésorerie. On a bien vu le tableau prévisionnel de trésorerie. Alors, on avait un point aussi sur lequel on voulait insister. Je vais repasser la parole à Bertrand. C'est un poste essentiel dans les entreprises qui ne fait pas partie du BFR et donc qu'on a sorti des composantes du BFR, mais qui demande une attention aussi fondamentale. C'est la partie des ressources humaines. Bertrand, si tu peux donner un éclairage pragmatique dessus. Oui, bien sûr. Alors effectivement, ça ne rentre pas directement dans l'analyse sur le BFR au niveau arithmétique, mais c'est vrai que la partie salaire et charges sociales représente souvent le premier poste de dépense des entreprises dans nos périmètres économiques en Europe. Et donc, avoir un suivi sur ces éléments-là, à la fois en termes de montant et à la fois en termes calendaires, c'est-à-dire d'échelonnement des différentes choses, c'est vraiment un élément pour le pilotage de la trésorerie qui est vraiment crucial. On a beaucoup de choses qui sont disponibles au niveau RH et au niveau social, les effectifs en globalité par nature, les recrutements qui sont prévus, ceux qui sont actés, engagés, décidés, et puis ceux qui sont en prévision d'arrivée à plus long terme. Avec une vigilance sur les lettres d'embauche que vous pouvez faire, parce qu'à partir du moment où une lettre d'embauche a été envoyée, c'est quand même un engagement qu'a pris l'entreprise par rapport à une personne. Donc, on ne peut pas juste faire une croix sur une personne qui est prévue. Si elle est dans le canevas des recrutements, il faut bien sûr l'accueillir avec peut-être des modalités particulières. Les intérimaires, c'est une variable d'ajustement et on le voit bien aujourd'hui avec la difficulté que rencontrent les entreprises dans ce secteur d'activité, puisqu'elles absorbent en fait des chutes d'activité de certaines entreprises en fin de leur donneur d'ordre. Donc l'intérim est vraiment un élément également majeur à suivre, même s'il n'entre pas directement, parce que ça c'est une question de classement comptable, mais raisonnons économie, ne raisonnons pas classement comptable. L'intérim il rentre dans un autre compte de résultat, mais globalement, je dirais en termes de suivi, en termes de management et de gestion et de pilotage de trésorerie, l'intérim doit vraiment rentrer dans les analyses. Un élément vraiment très important qui revient aux commentaires qu'on faisait tout à l'heure sur la notion d'anticipation, les effectifs, la masse salariale c'est un petit peu comme un paquebot. On a entre le moment où on prend des décisions et le moment où elles sont effectives dans leur traduction financière au niveau de l'impact, au niveau des décaissements, eh bien, il se passe du temps. On prend la décision, il y a un délai de convocation, il y a un entretien, il y a un deuxième entretien, il y
a un préavis, il y a des congés payés et soldés, etc. Et donc, le moment de décision par rapport au moment effectif de traduction dans l'aspect financier, il peut être long. Donc, anticipation par rapport à ça. Voilà, pour faire bref, mais donner les éléments vraiment qui me paraissent essentiels par rapport à ce volet-là sur les salaires. Merci Bertrand, je crois que c'était très clair et effectivement un éclairage important dans la gestion de l'entreprise. Alors on a quelques minutes de retard, donc on s'en excuse puisque on voulait tenir en 3/4 d'heure et on a fait un peu plus, il est 12h20. Donc on va rapidement conclure. Je vous remercie déjà puisque je vois que vous êtes encore nombreux connectés, donc ça veut dire que malgré le dépassement d'horaire, l'intérêt du sujet était bien là et ça nous conforte dans le fait de l'avoir organisé même en ce cœur d'été. Donc en conclusion, vraiment, et on insiste, la trésorerie, l'oxygène de l'entreprise, au cœur du fonctionnement de l'entreprise, donc effectivement, doit faire l'objet d'un pilotage, on l'a vu, proactif, fin, permanent et organisé, notamment vigilance, et je crois qu'on l'a vu sur plusieurs points, dans des périodes soit atypiques, soit de congés. Et là, je pense qu'on va rentrer en plein dans un timing de ce fait-là, basé sur des outils synthétiques qui évoluent. On l'a vu, il y a des tableaux un peu classiques, il y a des tableaux un peu plus, entre guillemets, fun, issus aujourd'hui de tout le travail que fournissent les fintech, et notamment dans les petites entreprises et moyennes entreprises. Ça peut être des outils, entre pas en avoir et avoir des outils simples, il faut quand même mieux avoir des outils simples. Donc, c'est impératif d'en avoir. Et avec le tableau de prévisionnel de trésorerie, on l'a vu avec Yann, on l'a vu du banquier, on l'a vu avec Patricia, Bertrand et Corinne. Je dirais, c'est essentiel, bien évidemment, aujourd'hui, dans un global de pilotage d'entreprise, d'avoir ce tableau prévisionnel le plus fin possible et bien évidemment suivre le BFR et ses composantes de manière très pragmatique. Voilà, et donc tout ça pour permettre au moment aux décisionnaires, alors souvent le chef d'entreprise, mais ça peut être aussi une personne déléguée dans l'entreprise, mais en tout cas la personne qui a la délégation pour prendre des vraies décisions appropriées en anticipation pour bien évidemment faire face, alors soit à une période de crise, comme on vient de passer, mais aussi à des périodes d'activité atypiques. Et on sait que sur ce mois de juin et juillet, il y a des entreprises qui sont en surchauffe. Il y en a malheureusement, on l'a vu tout à l'heure, qui ont des chiffres d'affaires un peu en berne, mais il y en a d'autres, au contraire, qui ont un effet de rattrapage. Et dans ces périodes d'activité atypiques, il faut vraiment qu'elles soient donc à la baisse ou à la hausse, bien veiller au BFR, on l'a vu tout à l'heure avec Bertrand, puisque ça vaut décision derrière, bien évidemment, les plus pertinentes possibles. Voilà, donc merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à tous les intervenants. On a le temps peut-être de prendre quelques questions. Alors, je regarde parce que j'en vois quelques-unes qui arrivent. Alors, je la pose en live, je n'ai pas regardé, mais je la pose en live. C'est Gérard Legargent donc, qui nous pose cette question. Bon, a priori, c'est pour la Banque Palatine, donc plutôt pour Yann. Après la vague des PGE, quelle est votre position sur des nouvelles demandes de crédit liées par exemple à une reprise d'activité ou à de l'exploitation classique, j'imagine, voire des demandes de crédit pour des entrées en relation. Donc voilà peut-être un nouveau client pour Yann, mais il faut répondre, est-ce qu'on est capable de prêter post-PGE? Yann, si tu veux donner ton éclairage, alors qui vaut pour tous les banquiers, bien évidemment. Oui, bien sûr. Je parle au nom de la place. Donc la place bancaire, elle s'est organisée pour faire face en fait à cette demande, à ces demandes exceptionnelles de PGE. Et c'est vrai qu'on a eu des cas de figure un petit peu différents en fonction des clients. On a eu des clients plutôt prudents qui se sont dit, qui ont calibré un besoin quand il a fallu décider en mars ou avril pour déterminer le montant à lever. On a des clients plutôt prudents qui ont dit, voilà, si la crise nous impacte sur 2 ou 3 mois, on peut lever dans un premier temps ce montant-là et on se réserve la possibilité de le faire de le compléter dans un deuxième temps par un nouveau PGE à partir du moment où on respecte les plafonds qui ont été décrétés en fait par les autorités et qui fixaient un maximum de 25% du chiffre d'affaires. Donc là, je mets encore quelques guillemets puisque c'est la condition principale, mais c'est pas la seule. Donc il est possible pour une entreprise concrètement aujourd'hui, si elle a insuffisamment, disons, mobilisé de PGE, d'en faire la demande auprès des banques ou de sa banque, en l'occurrence, qui a initié le premier.
La place bancaire, elle, c'est sur le deuxième point, elle a souhaité privilégier les banques qui avaient l'historique avec les clients. Donc, il est vrai que c'est compliqué pour une banque entrante d'intervenir sur le PGE parce que tout naturellement, la relation historique avec son client, elle ne l'a pas. Donc, il est vrai qu'il y a plus ou moins des accords de place qui rendent impossible le fait d'entrer en relation par l'intermédiaire du PGE. Et voilà. Pour compléter, hors PGE, puisque dans la question, il y a aussi la notion hors PGE, en prospection sur un crédit classique hors PGE, est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens les banques assez friandes ou pas? On est prudent, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on a des situations qui sont difficilement maîtrisables. On a des clients qui n'ont pas non plus beaucoup de visibilité. Donc, on n'a pas complètement posé le stylo, bien évidemment. On continue d'instruire des nouvelles demandes en parallèle de cela, à partir du moment où on s'aperçoit que les fondamentaux des entreprises restent bons. Mais voilà, la prudence, elle fait partie de l'approche du banquier depuis toujours. Donc, on continue à l'être et encore plus dans ce contexte-là. Donc, on continue d'instruire des demandes en dehors des PGE, bien évidemment. Si je peux me permettre, nous qui vendons des grues et donc nos clients les font financer par les banques, je pense qu'il faut bien prendre en considération qu'aujourd'hui, les comités de crédit doivent être vraiment débordés entre PGE et autres demandes de rééchelonnement des dettes, etc. Et que du coup, chaque demande prend très longtemps. Je ne dis pas qu'elle est refusée, parce que je pense que les banques continuent à donner du crédit, mais c'est très très long. Donc, c'est à prendre en considération. Oui, je confirme du côté pratique également, dans ce cas-là, que les délais sont si la demande du financement qui est faite est conjointe avec une garantie de la BPI, qui est également, côté BPI, submergée de dossiers. Et donc, il faut l'avoir à l'esprit. Les délais sont plus longs, beaucoup plus longs que d'habitude. Ça milite peut-être aussi pour une anticipation, parce que quelque part, si les demandes de dossiers sont beaucoup plus longs, il faut avoir une vision peut-être à 6 mois, 12 mois, à moyen terme pour les entreprises et se retourner vers les banquiers avec cette vision plus longue. C'est parce qu'il va falloir tout anticiper. On parlait d'entreprises qui sont en surchauffe. Il va falloir reconstituer les stocks. Donc ça, effectivement, il va falloir régler aussi peut-être des défaillances de clients, enfin anticiper les défaillances de clients. C'est là où finalement tout ce qu'on a présenté sur l'outil prévisionnel de trésorerie et l'anticipation sur la gestion du BFR, c'est là où elle peut apporter aux entreprises et permettre aux banquiers d'avoir une vision plus globale quand ils vont traiter un dossier. Parfait. Ben je crois qu'effectivement, tous ces éclairages complémentaires ont répondu à la question. Alors malheureusement, on n'a pas le temps puisque ça y est, il est 12h30 et on doit respecter le timing et bien évidemment les engagements professionnels de chacun. En tout cas, merci à tous au nom de Lyon Place Financière et Tertiaire d'avoir assisté à ce webinaire. On espère que son côté opérationnel et pragmatique vous aura intéressé. Je rappelle qu'il sera donc disponible en replay et donc je vous invite bien évidemment à consulter le site internet de Lyon Place Financière et Tertiaire qui s'affiche là à l'écran, donc le www.lyon-finance.org et vous y verrez donc l'intégralité des parutions. Alors là, on a mis un peu en exergue la parution sur la gestion du poste client et l'affacturage, puisqu'on en a parlé dans ce webinaire, mais il y a beaucoup de parutions, beaucoup de travaux, beaucoup de réflexions et de cogitations de l'ensemble de la place financière et de gestion, je dirais, d'Auvergne-Rhône-Alpes, et en particulier, bien évidemment, dans le Rhône et à Lyon. Et voilà, on vous invite à aller parcourir ces différentes parutions, là aussi, qui sont très pragmatiques. Elle s'appelle d'ailleurs souvent 9 ou 10 idées en tête, et ça vous permet de bien évidemment en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes de bien fixer un sujet. Voilà, donc au nom de toute l'organisation, je remercie bien évidemment Corinne, Yann et Bertrand, Patricia avec lesquels j'ai eu le plaisir de préparer
ce webinaire. Et puis Béatrice, qui a, en termes d'introduction, bien évidemment, qui est notre déléguée générale, donc qui donne le tempo à tout ça. Donc on vous souhaite un bon appétit et puis à vous revoir bientôt, et puis un bon été. Alors faites attention à votre trésorerie, bien évidemment. Et puis on reviendra à la rentrée avec d'autres webinaires sur d'autres thèmes. Le programme, je pense, sera diffusé d'ici peu. Voilà, merci à tous et bon appétit à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne journée.